populations doivent redoubler d'ardeur et de vigilance pour éviter et que des pertes en vies humaines n'en soient enregistrées. Nous allons suivre tout de suite le reportage réalisé pour nous sur le fleuve Okpara par notre correspondant permanent dans la partie septentrionale du Bénin, Fidèle Ezimbaba. Ici à l'Okpara, vous entendez parler généralement de la montée des eaux à l'Okpara. Évidemment, nous sommes venus faire le constat pour vous, afin que vous puissiez constater qu'effectivement, il y a une montée de l'eau ici à l'Okpara. Et en fait, vous savez, c'est un pont qui permet à des villageois riverains donc à ce fleuve de pouvoir traverser de part et d'autre, certains de quitter surtout leur campement, leur village pour se rendre au centre-ville en parlant de Parakou, et d'autres de pouvoir rentrer dans leur campement pour s'occuper aux travaux champêtres. Mais quand il y a la montée des eaux, c'est difficile de traverser parce que vous pouvez voir déjà que le pont est submergé totalement, on ne voit même plus le pont et la vitesse avec laquelle l'eau passe ne donne surtout pas le courage de s'y aventurer, sinon vous allez simplement être emporté par cette eau qui a une force étonnante. Et on ne vous apprend rien lorsqu'on vous dit certainement que plusieurs personnes ont perdu la vie pour s'être entêtées ici, mais de toutes les façons, la situation est sous contrôle cette année. On n'a pas signalé pour le moment de cas de perte en vies humaines. Il y a des gens qui s'occupent de la traversée des personnes. Ils attendent surtout que l'eau baisse d'intensité pour faire traverser les gens. Mais il y en a quand même qui empruntent des pirogues et ils ont des trajectoires pour faire passer les passagers et les villageois qui veulent se rendre chez eux. Voilà donc comment ça se passe à l'Okpara. Le CA et les gens nous ont annoncé, ils nous ont mis à la lettre que c'est comme ça que l'eau a monté. Et ça avait emporté près de 3 motos, mais pas de pertes humaines. Donc nous avons dit donc beaucoup de vigilance. Et en ce moment, j'avais appelé aussi le commissaire de mettre les éléments pour les contrôles, s'il fait tard, de ne pas permettre à ce que les gens traversent l'eau pour que l'eau ne les emporte pas. Et il a dit qu'il a compris, il doit mettre ça en exécution. Si par exemple, ils ne nous écoutent pas, ça serait très malheureux de leur part, car ils vont perdre leur vie et ils vont mettre la famille en souci. Et ce qui n'est pas bon, c'est ça qui est déplorable. Quand les autorités ou bien les gens vous prodiguent des conseils, vaut mieux de les écouter pour que vous puissiez gagner. Rien ne sert de s'entêter pour dire je suis tant. L'eau ne connaît pas ça. Si le courant d'eau est très fort, donc ça va emporter. Donc ils n'ont qu'à écouter les uns et les autres, les conseils qu'on leur prodigue. Après ça, ça va passer et tout le monde serait libre de traverser ce pont-là pour pouvoir aller dans leurs occupations. Comme conseil d'abord, parce que l'homme doit à lui-même d'abord assurer sa propre sécurité. Et si vous connaissez le flux des mouvements sur l'axe, comme premier conseil, ce qu'on peut demander à ces usagers de la voie, d'abord c'est des surcharges au niveau des barques motorisées, les traversées nocturnes, parce que c'est ces deux choses où où il y a trop de risques de noyade. Autre chose, c'est à nos amis, c'est-à-dire les pêcheurs qui nous aident à traverser, d'être très attentifs. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde n'a pas le même courage pour traverser le fleuve. Qui connaît aujourd'hui le fleuve Okpara, arriver là-bas, la traverser n'est pas quelque chose qui est aisé. Et autre chose, encore les autorités de cette localité, que ce soit le chef d'arrondissement, les deux chefs villages, c'est-à-dire le chef village de Passa
et le chef village de Kika Barrage. Ces deux acteurs, depuis que le fleuve a débordé, le maire ne fait que les interpeller, d'être vigilants et d'être à tout moment au rendez-vous, c'est-à-dire d'être à côté des piroguiers qui sont à côté pour les permettre, pour éviter les suicides et permettre le passage plus facile. Vous pouvez voir donc sur cette image comme on l'interdit aux villageois de ne pas s'entêter. Ce camionneur est là en train de s'entêter et de traverser le pont malgré l'intensité de l'eau. Et c'est surtout à ses risques et périls. Normalement, il est interdit de pouvoir traverser, mais il a pu s'en sortir quand même. Il est passé, voilà. Mais c'est malheureusement pas un truc qui est conseillé, voilà. Et nous espérons donc que l'eau va baisser d'ici à là, parce que là, l'eau est montée. Et on nous apprend d'ailleurs, les villageois nous ont appris à notre arrivée, que l'eau a d'ailleurs baissé d'intensité actuellement, parce que en général, c'est encore plus fort que cela. C'est dit donc qu'il faut donc éviter surtout, comme l'a dit le maire de Tchaourou et le CA donc ici de ce village, il faut inviter les populations à prendre conscience, à ne pas s'entêter, à ne pas entrer dans l'eau afin que l'eau les emporte. Merci Fidèle Ezimbaba, notre correspondant permanent dans le département du U-Septentrion. Ils ont eu droit à un peu plus de 2 mois pour se reposer et vaquer à autre activité que les scolaires. Et dans très exactement 2 semaines, ils doivent reprendre le chemin de l'école ou des universités. Élèves et étudiants et enseignants reprendront dès lors le 19 septembre les cours avec les habitudes afférentes. Les apprenants rencontrés disent avoir suffisamment profité des vacances et sont prêts pour une bonne rentrée. Suivez. Ils ont passé les vacances à se reposer, à lire, à faire les coups de vacances. D'autres en ont profité pour faire des jobs de vacances afin de se faire un peu de ressources financières. Mieux, certains se sont consacrés à l'étude biblique. J'anticipe sur le programme et on achète aussi les fournitures et autres. Je me suis occupé, j'ai été au coup de vacances et autres. Bon, je me suis aussi amusé. Et je prépare bien ma rentrée et j'ai profité de mes vacances pour me préparer, pour étudier. C'est que je n'ai pas passé mes vacances rien qu'à jouer, mais j'ai aussi pris le temps de me préparer aux réalités de la classe dans laquelle je suis en train de vouloir aller. Ok, c'est un peu ça. Les vacances, je passe mes vacances bon, à faire plus de lecture, à lire, à augmenter mes compétences et à m'orienter plus dans la voie du Seigneur. Pendant ces vacances, essentiellement, j'ai beaucoup investi dans la présence de Dieu. Donc je suis allé dans des mouvements chrétiens, je me suis beaucoup amusé, j'ai fait des... Voilà, je suis encore infusé aujourd'hui, bien sûr. Donc en fait, voilà, j'ai beaucoup investi dans la présence de Dieu. C'est en gros tout ce que j'ai fait, voilà. J'ai bien passé les vacances en m'amusant, en faisant la lecture, en faisant les coups de vacances. Je fais la lecture des cahiers des coups de vacances, je fais la lecture, je me recueille chez les personnes ressources, chez mon grand frère, chez ma mère, chez mon père. Désormais, ils ont les yeux rivés sur la reprise des classes. La rentrée scolaire 2022-2023 est prévue pour le 19 de ce mois et les apprenants semblent prêts. Les parents vont se préparer pour m'acheter des fournitures scolaires, ce qui va me permettre de bien démarrer ma rentrée, les livres dont j'aurai besoin, les cahiers dont j'aurai besoin pour pouvoir affronter cette nouvelle rentrée scolaire. J'aimerais appeler tout le monde à se donner au travail pour cette nouvelle rentrée scolaire, à ne pas s'amuser, à ne pas être distrait, à être concentré par rapport à tout ce que les enseignants vont nous donner comme connaissance tout au long de l'année scolaire pour pouvoir réussir notre année scolaire. C'est un peu ce que j'ai à dire. La rentrée prochaine, bon, la rentrée est déjà là. Donc la rentrée se prépare déjà dès maintenant. Donc il y a les fournitures qui ont commencé par être achetées, les cahiers, les bics. On sent que la rentrée est là, au fait. Les vacances sont finies.
et que le travail commence le premier jour de la rentrée. Le travail ne commence pas pendant la rentrée, c'est le premier jour. Par exemple, si on a un examen à préparer, c'est le premier jour de la rentrée que l'examen commence. Ce n'est pas pendant l'année qu'on commence l'examen. Si tu veux réussir ton examen, tu le réussis soit le premier jour, soit tu ne le réussis pas. Donc je leur ai dit de prendre leurs études au sérieux dès le premier jour et par la grâce de Dieu, tout ira bien. Très bien, tout se passe bien. Les parents se préparent et tout pour que la rentrée puisse bien débuter, voilà un peu. Donc tout va bien, les fournitures sont déjà là, voilà. Au revoir les temps de repos, de voyage et de distraction. Les vacances pour le compte de cette année sont proches de la fin. La prochaine priorité sera les cahiers, les livres, les devoirs pour l'atteinte des objectifs plus grands. Merci mon Chourourat Fatombi. Encore 2 semaines donc et les apprenants reprendront le chemin des classes. Ce sera ainsi la rentrée scolaire 2022-2023 et les apprenants vont renouer avec les cours, les cahiers, les livres, les stylos, etc. Comment les parents pourront-ils œuvrer pour une bonne rentrée de leur progéniture? Fidèle Ezimbaba a tendu son micro à un psychopédagogue de l'enseignement. Suivez. Dans environ 2 semaines, les apprenants devront reprendre le chemin des classes. Ce sera la rentrée scolaire 2022-2023. À quelques jours de cette reprise, il est important que les parents d'élèves sachent comment préparer la rentrée de leurs enfants. Selon le psychopédagogue Sani Orumere, les parents doivent prendre 3 dispositions majeures. La première est la préparation matérielle. Ce que tout le monde connaît et que tous les parents maîtrisent, c'est la préparation matérielle. Si les enseignants sont prêts, je crois que ce n'est pas les parents qui ne doivent pas retarder le travail. Ce n'est pas les parents qui doivent plutôt retarder le travail. Ce n'est pas les parents qui ne doivent pas être prêts. Et c'est pour ça que je disais tantôt que il ne faut pas attendre la veille de la rentrée pour se préparer. Actuellement, vous allez dans les kiosques, les fournitures sont déjà disponibles. Les tenues que les apprenants doivent porter, le kaki et pour les privés, les tenues uniformes sont certainement déjà disponibles dans leur école. C'est le moment privilégié pour que le parent puisse, en collaboration avec son apprenant, avec son enfant, achète les fournitures nécessaires aux enfants. J'insiste sur ce point. Parce qu'il ne sert à rien de faire le bonheur de quelqu'un sans son consentement. Ce qu'on fait pour quelqu'un sans lui est généralement contre lui. Un apprenant qui doit utiliser ses fournitures doit pouvoir faire son choix. C'est un bic bleu qu'on veut lui acheter. Il y a plusieurs qualités de bic bleu. Permettez-lui de choisir le bic qu'il veut. Après la préparation matérielle, les parents doivent penser à garantir les frais d'inscription et les premières tranches des frais de scolarité de leurs enfants. Il s'agit de la préparation financière. Alors, la préparation financière, cela va sans dire. Je le dis, vous allez me dire, mais vous avez déjà parlé de la préparation matérielle. La préparation financière, aujourd'hui, est également indispensable. Oui, c'est dans les privés, dans les publics que les parents ont moins de difficultés parce que là-bas, l'État fait un effort de subventionner beaucoup de choses et les apprenants ne sont plus confrontés à des contributions qui étouffent les parents. Je crois qu'il y a des charges liées à la qualité. Et je veux parler des contributions que les parents doivent poser dans les privés. Si c'est le cas, je crois déjà à la rentrée, il y a des tranches à payer liées à l'inscription, à la réinscription et peut-être au début de la scolarité. Si c'est le cas, je crois que le parent doit également prendre ses dispositions pour que l'apprenant n'attende pas 1 semaine, 2 semaines après la rentrée avant de rejoindre les collègues qui ont déjà commencé les cours. Sous prétexte que je n'ai pas de moyens. Attends, je vais faire ci, c'est quand je vais vendre ci, c'est quand je vais vendre telle parcelle, c'est quand je vais vendre telle bête que je vais t'inscrire.
on doit déjà prévoir cette inscription et prévoir ce moyen financier qui permet d'inscrire l'apprenant. Une des préparations qui échappe souvent aux parents d'élèves, selon le psychopédagogue, c'est la préparation psychologique, qui pour lui est très importante. Les parents devaient souvent y veiller. Le troisième volet peut-être inconnu de la majorité des parents, c'est la préparation psychologique. À ce niveau, on doit également sensibiliser nos parents pour qu'ils puissent mettre les apprenants dans des conditions de retour, d'un retour harmonieux à l'école. L'école ne doit pas être perçue comme la bête noire de l'apprenant. Dans 2 jours, tu iras à l'école, tu verras. C'est avec moi que tu fais ça là à la maison, non? Tu auras chaud. Le maître t'attend, le directeur t'attend. Non. Si déjà on met ça là dans le mental de l'apprenant, ce n'est pas bien. Donc, bien au contraire, on doit pouvoir sensibiliser nos enfants pour leur dire, mais bientôt tu vas repartir à l'école. Quoi, je te félicite pour l'effort que tu as fourni l'année dernière. Tu passes en classe supérieure. La classe du CM1, la classe de 4e, la classe de 3e où tu vas passer le BPC, la classe de CM2 où tu vas faire le CEP, c'est exactement la même chose que les classes antérieures que tu as eu déjà à faire. Il n'y a rien de sorcier. Ceux qui ont réussi brillamment au CEP, au BPC, au baccalauréat, sont des élèves, des apprenants comme toi. La rentrée démarrera dans quelques jours au grand bonheur des élèves et des enseignants. De véritables difficultés pour l'obtention des attestations de résidence. La rareté du document est de plus en plus réelle dans les communes du Bénin et mieux. Le processus de son obtention constitue un véritable chemin de croix pour les populations d'Abomey-Calavi dans le département de l'Atlantique. Des populations qui, disent-elles, vivent le martyre, notamment en raison de l'indisponibilité du précieux sésame. Gulf TV Africa est descendu sur le terrain, espérons aussi nous. C'est une situation pénible, fait remarquer cet étudiant qui est à la quête de ce sésame. Le document n'est pas disponible au grand désarroi des usagers, s'indigne-t-il. On venait ici chez le chef quartier Kodo Maintenum pour recevoir l'attestation de résidence et vaquer à nos occupations. Maintenant, il s'est fait que l'attestation de résidence se paye à l'arrondissement de Kodomé et puis nous revenons ici à 1000 francs là-bas d'abord et nous revenons ici chez le chef quartier, prendre signature et remplir la fiche. Quand ils avaient commencé, j'avoue que c'était pas facile. Il faut venir ici chez le chef quartier, prendre renseignement, aller là-bas, chercher la fiche et quand on allait chercher, on en trouvait. Mais par ces derniers temps qui courent, quand on va là-bas, on n'en trouve plus. Et puis, on nous dit de revenir une prochaine fois, ou bien d'attendre dans la semaine, recevoir la fiche. Et puis, c'est comme ça que ça se passe. Actuellement, je suis dans le besoin pour avoir cette fiche-là, mais je n'ai pas encore eu gain de cause. Pour d'autres usagers, l'État devra restituer au chef quartier ou de village le droit de délivrer ce document indispensable pour l'obtention de certaines pièces administratives. C'est une souffrance supplémentaire, ont-ils indiqué. La banque m'a invité qui va m'aider pour les fournitures des enfants à la rentrée. Quand je suis allé prendre les renseignements, on me dit d'aller chercher attestation de résidence avec les autres pièces, à la CNSS aussi. Je suis allé à la mairie, paraît-il que on ne donne plus, les délégués ne donnent plus ça. Je suis allé à la mairie à Calavi, paraît-il que c'est fini. J'ai dit, mais fini comment? Ils vont que de se patienter la semaine. Je suis arrivé aussi aujourd'hui, niet, je n'ai pas trouvé. Je ne sais pas pourquoi, alors que la banque voulait m'aider pour la fourniture de la rentrée des enfants. Je ne sais pas comment faire. En tout temps, c'est chez les délégués qu'on prenait ça. Même dans la nuit,
Très tôt le matin, tu vas là-bas, tu vas prendre cette carte. C'est pour fournir les pièces. Maintenant, on ne sait pas comment faire. C'est vraiment dommage ce qui se passe. Sans vous mentir, hier, j'ai passé toute la journée d'hier à l'arrondissement ici. Et depuis 7 heures, je suis encore là, à cause d'un seul papier. Un seul papier. On ne sait pas ce que les chefs quartiers ont eu à faire au régime. Et on les a dépourvus de tout pouvoir. Et on dit qu'on est dans un état de droit. Un papier où le chef quartier ne se gênait pas pour donner aux citoyens. On bloque tout. Toute chose ANIP, tout papier ANIP. On vient maintenant, on dit qu'il y a rupture. Depuis hier. Et on donne rendez-vous pour... En tout cas, depuis hier, je suis là. On me dit demain, et encore demain, après demain. Bon, finalement, le dossier, il dit, il est bloqué, mais le dossier vient. C'est l'état de droit, c'est bien. Si c'est bon pour eux, là, il y a un Dieu pour ce pays. Pour ces chefs de quartier de la commune d'Abomey-Calavi, la situation perdure depuis un moment. Par ailleurs, les populations sont référées vers les arrondissements, disent-ils. Cette carte de résidence, c'était localisé chez les chefs quartiers. C'est nous qui délivrons ces choses. Mais avec l'actuel gouvernement, on nous a arraché ça, on nous a enlevé. Mais nous sommes très contents. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, ce n'est plus à notre niveau. C'est au niveau de la mairie, de l'arrondissement de Godomé. Ils se plaignent tellement qu'on ne sait même pas où mettre la tête. Ça ne va pas. Ça, c'est un document que la population en a besoin pour leur acte de naissance, soit des documents de l'État. Mais voilà que, malgré que le prix a été osé à 1000 francs, de 500 à 1000 francs. Maintenant, ils ont les 1000 francs, mais ils ne trouvent pas à le faire. Et là, vous voyez ce qui se passe. Il y a des cris. Alors, le gouvernement ne dit pas qu'il n'est pas sans le savoir, ils savent bien que ça ne va pas. Parce que les gens sont en train de crier beaucoup sur ça. La taxation de résidence des Wadis, mieux bleu, arrondissement de l'idée. Mais il y a arrondissement de l'idée. Je crois que quelque chose de 1000 francs pour un bloc. Il y a un peu de choses qui sont remplies, mais l'attestation de résidence se délivre à l'arrondissement à 1000 francs avec la timbre. Les populations reviennent vers nous avec le document et nous le remplissons. C'est comme ça se passe désormais. Les gens se plaignent à cause de la lenteur. Tel que ça se passe maintenant, ça nous protège. C'est difficile pour nos administrés, mais tout rentrera dans l'ordre d'ici peu de temps. Contrairement à Abomey-Calavi, les chefs quartiers de la ville de Cotonou continuent de délivrer le document. Les populations mécontentes appellent les autorités au plus haut niveau à résoudre la situation. Le vocable de Dodane, c'est un ralentisseur de type trapézoïdal destiné à forcer les véhicules empruntant un axe routier donné à ralentir. C'est un ouvrage qui doit être suffisamment bien visible. Au Bénin, nombreux sont ces ralentisseurs qui ont perdu leurs panneaux de signalisation et qui n'ont jamais été remplacés, constituant du coup des sources évidentes d'accidents de la circulation. C'est pourquoi il doit toujours être accompagné d'un panneau de signalisation avancé et d'une signalisation de position qui se situe où se trouve exactement le Dodane. Quelle est son utilité? Serge Vivien Couillon, reportage. Au Bénin et dans beaucoup de pays dans le monde, le réseau routier représente une infrastructure importante pour la connexion des territoires et des populations et pour le développement économique et social du pays. Ce réseau se compose d'un ensemble d'équipements routiers sans lesquels les routes seraient des couloirs de la mort. Ce sont des éléments complémentaires et indispensables des routes et voiries qui contribuent à l'amélioration de la sécurité routière et au confort des usagers avec des indications précises et visibles. Les ralentisseurs, encore appelés Dodane ou gendarmes couchés chez nos voisins du Burkina Faso, contribuent à répondre aux enjeux d'une mobilité en perpétuelle progression. Bon, le rôle des Dodane aujourd'hui dans la circulation, ça permet d'éviter les accidents, et ça permet de protéger nos enfants
les écoliers et autres. Les dos d'âne jouent aujourd'hui un grand rôle, sincèrement, par rapport aux essais de vitesse dans les agglomérations, même dans les trucs là, dans les quartiers. Ça joue un très grand rôle. Ça permet à nos conducteurs de rouler vraiment lentement parce qu'avec des essais de vitesse, les dos d'âne les ralentissent. Et c'est par rapport à tout ça que nous devons féliciter la mairie par rapport à tout ce qu'elle fait par rapport à l'installation des dos d'âne. En agglomération, c'est bon de le faire. À côté des écoles, c'est bon de le faire également. Et à côté des marchés, c'est-à-dire les lieux publics, pour éviter les cas d'accident. Maintenant, sur les grandes voies, c'est pas trop bon. C'est pas trop bon parce que nous roulons à vive allure et autres. Et puis, subitement, on rencontre les dos d'âne. Ça peut créer des accidents également. Nous ne pouvons pas dire que ça empêche la circulation, ni ça a des trucs là, ça a des répercussions sur la circulation, non, on ne peut le dire. Bien au contraire, ça évite les accidents parce qu'aujourd'hui, vous savez, sans les dos d'âne, comme je l'avais dit, il y a trop d'essais de vitesse, mais avec les dos d'âne, ça ralentit les conducteurs mal intentionnés, ça les ralentit. Et ça fait du bien à la population, ça fait du bien aux habitants, aux trucs là. Voilà, ça fait du bien, ça fait du bien. Si ces ralentisseurs contribuent à la réduction des accidents, il est parfois source d'accidents pour d'autres. Particulièrement sur la voie où nous sommes, les personnes des dos d'âne est de trop. Et pour ma petite histoire, la dernière fois, j'ai failli faire une chute. Moi, je ne dirais pas qu'il y a d'inconvénients. Sinon, si les longues distances, on peut dire que les dos d'âne sans les panneaux de signalisation, puisque moi je suis un conducteur, je voyage beaucoup, sans les panneaux de signalisation indiquant qu'il y a des dos d'âne sur les longues distances, là, on peut avoir des accidents. Ça, ce sont ces trucs-là, c'est les conséquences. Ça. Par rapport à l'épaisseur de dos d'âne, moi j'en trouve que par ailleurs, c'est un peu exagéré, c'est un peu trop monté. À des endroits, c'est un peu trop rabaissé. À des endroits, c'est un peu spontané. Ce qui est juste derrière moi, ça c'est déjà trop. C'est trop. Même en voiture, ça bloque, comment on appelle, les transmissions là. Ça gâte beaucoup de voitures. Quand c'est gros comme ça crée beaucoup de dégâts. C'est pas bon. Il est donc crucial et même vital de mettre en place dans notre pays, le Bénin, une véritable politique d'installation et d'entretien de ces équipements. Mettre en place des ralentisseurs de vitesse dos d'âne répond à des normes et doit être signalé par des panneaux installés à distance réglementaire, mais nous assistons sur de nombreuses routes à des installations de dos d'âne ne respectant aucune norme, sans l'accord ou la consultation des gestionnaires du réseau et qui ne sont pas signalés en amont comme cela devrait être fait. C'est parfois anarchique et dangereux, nous dit Gilbert Rouessin, spécialiste des questions de sécurité routière. On appelle dos d'âne ou cassis. Parfois, quand on dit dos d'âne quand c'est une bosse et on dit cassis quand c'est un creux. Et il y a des panneaux de signalisation qui montrent ça. Et dans le panneau, vous allez voir, c'est un panneau triangulaire de danger qui l'annonce déjà à 50 mètres de danger du dos d'âne en agglomération et à 150 mètres du dos d'âne hors agglomération, en race campagne. Donc lorsque vous voyez ce panneau, vous préparez déjà à monter sur un dos d'âne et vous ralentissez totalement. Pour ériger ce dos d'âne, il faut que ça soit dans les normes. Il faut respecter des normes pour ériger ce dos d'âne. Parfois, on a remarqué que des écoles ou bien des églises ou des mosquées érigent ces dos d'âne en désordre. Et on achète du ciment, du gravier et du sable seulement et on appelle le maçon et ils essayent de fabriquer quelque chose sur la route. Et parfois, ça ne respecte pas les normes. Et au lieu d'être un ralentisseur pour pouvoir protéger les enfants ou bien les usagers de la route, ça devient maintenant un danger public et ça brise le caractère des usagers ou parfois les usagers sont surpris par ces dos d'âne et ça crée encore beaucoup d'accidents sur la route. Et ces dos d'âne aussi, normalement, doivent être signalés. Lorsqu'ils sont construits quelque part, ils doivent être peints en rouge-blanc pour que la nuit, les usagers puissent voir ça de loin pour pouvoir ralentir et ne pas être surpris. Mais la nuit, lorsque les panneaux de signalisation
ne sont pas visibles, cette eau d'âne surprend les usagers et ça crée encore beaucoup d'accidents. Et avant d'ériger cette eau d'âne, normalement, il faut des autorisations auprès des autorités de transport. Normalement, c'est le ministère des Transports, il y a un service technique du ministère des Transports qui s'occupe de cette eau d'âne, de comment il faut ériger cette eau d'âne, les normes qu'il faut respecter avant d'ériger cette eau d'âne, en collaboration avec le DST des mairies. Mais on a remarqué que les usagers se lèvent un jour et ils érigent des eaux d'âne devant leur maison ou bien devant les écoles sans respecter les normes. La performance des équipements de la route est un enjeu de protection, de développement et d'information. Garantir l'accessibilité de la route et de la mobilité de tous en toute sécurité devrait être une priorité pour les gestionnaires du réseau et toute la population. Merci Serge Vivien Couillemont. Des baleines dans les eaux béninoises et qui échouent sur les côtes béninoises. C'est l'alerte lancée il y a quelques semaines. Une situation qui interpelle les spécialistes et experts en environnement sur la problématique de la protection des espèces en voie de disparition. L'expert en éducation environnementale et directeur du musée revient ici sur la fréquence d'apparition de ces espèces et la nécessité de les protéger. Des propos recueillis pour vous par Spiro Aoussino et Jean Villette. Tous les ans, entre le mois d'août et le mois de novembre, les baleines jubates viennent dans les eaux béninoises et en mer côtière, surtout pour la reproduction. Les baleines à bosse, quand elles vivent normalement dans les zones froides, dans l'Antarctique, et maintenant pour leur reproduction, ces baleines se rapprochent des côtes au niveau de l'Atlantique par exemple. Et nos eaux sont considérées, au moment où l'homme parle de fraîcheur, nos eaux sont considérées comme des eaux chaudes comparativement aux zones de l'Antarctique où ces baleines viennent pour donner naissance à leurs bébés. Et pendant 3 mois environ, et ces baleines apprennent à leurs bébés à nager, à s'adapter aux conditions marines avant de reprendre la route pour les pôles. Et ces derniers temps, il a été noté l'échouage des baleines. L'échouage, ça veut dire que la baleine est morte, a fait déjà beaucoup de jours en mer avant de se retrouver sur la côte. Et comme nous travaillons avec des pêcheurs, avec des éco-gardes qui sont sur les plages, le 15 août dernier, il nous a été signalé par les pêcheurs qu'il y a une dépouille de baleines qui flottait sur les plans d'eau au niveau de Togmen, Avlekete. Et ça a été observé là-bas et c'était pratiquement proche de la plage. Là, des instructions ont été données aux pêcheurs et aux éco-gardes afin de surveiller l'échouage. Pourquoi? Parce que c'est la pratique dans notre pays. Quand il y a de ces échouages, souvent les populations vont découper la chair de ces baleines et qui normalement sont de la pourriture qu'on retrouvait sur la plage, mais malheureusement les gens vont découper. Et nous avons pris les dispositions pour que, à cet échouage, que les gens n'aillent pas manipuler cette viande ou cette dépouille. Finalement, le samedi 20 août, cette dépouille a échoué dans l'enceinte du port, au niveau de la bande des 200 mètres. Ça veut dire que nous confirmons qu'il y a eu effectivement échouage de baleines jubates au niveau du port il y a quelques jours. Il faut saluer le gouvernement pour la décision prise le 5 janvier dernier pour la création de 2 aires marines protégées au Bénin. Le combat a été très long. Pendant longtemps, nous avons fait le travail, nous avons sensibilisé, cherché à convaincre les autorités pour la création, au niveau même régional ou international, d'un sanctuaire, la création d'un sanctuaire pour les baleines dans l'Atlantique. Ça a mis du temps. La décision internationale n'est pas encore prise, mais il faut saluer la décision béninoise qui est de créer des aires marines proches de la côte béninoise. La présence aujourd'hui de ces aires marines confirme que l'État a pris ses responsabilités en
prenant en compte la sauvegarde de ces espèces. Nous pouvons considérer que, en créant les aires marines, l'appui sera maintenant donné pour qu'on puisse protéger mieux les tortues, les baleines, le lamantin, les requins et beaucoup d'autres espèces halieutiques qui sont menacées proches de la côte de notre pays. Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, il est l'heure d'entrer dans la seconde partie de cette baisse de l'information. Voici tout de suite le sommaire de l'actualité internationale. Le président de la transition du Burkina Faso, samedi dernier au Mali, visite d'amitié et de travail. Le point dans un instant. Le ministère russe de la Défense déclare que les forces ukrainiennes avaient tenté de reprendre la centrale nucléaire de Zaporizhzhia vendredi soir, mais qu'elles avaient été déjouées. Shi Guoliang est un célèbre peintre contemporain chinois avec un style réaliste. Il a créé de nombreuses œuvres représentant des minorités ethniques chinoises. Merci de nous rejoindre, mesdames, messieurs. Nous sommes au siège de l'information, la grand-messe de l'information du soir sur Golf TV Africa. Merci de toujours nous préférer. Au Burkina Faso, des groupes terroristes présumés ont imposé depuis le début de l'année 2022 le blocus de plusieurs communes urbaines. Et parmi les villes se retrouvait isolée la ville figure de Djibo, qui est située dans le Sahel à la frontière du Mali. Suivez. Djibo, jadis plaque tournante du commerce des bétail avec son marché qui était cité comme le plus grand d'Afrique de l'Ouest, n'est qu'une ville fantôme. Les groupes terroristes, par leurs actions néfastes à l'encontre des infrastructures routières et contre les forces de défense et de sécurité, ont réussi à couper la cité du Djelgodji de Ouagadougou, pourtant si proche. Aujourd'hui, la situation n'est guère reluisante. Bon, en tout cas, réellement, on l'a vu, elle n'est pas tellement facile. Vraiment très difficile. Parce que ça fait, bon, souvent, pour même avoir les produits de première nécessité, c'est des problèmes. Donc, ce qui fait que, en tout cas, les prix, là, ça flamme. Tout produit qu'on amène, c'est insuffisant. Tout ce que les escortes qu'on amène, il y a près de 4 à 5 escortes qu'on a fait avec, pour amener les vivres. Souvent même, on dirait quand ça rentre en ville, là, on dirait que rien n'est venu. Souvent même, c'est un peu difficile. Après 3 ou 4 jours, on ne trouve rien sur le marché. Donc, vraiment, ça complique. À Djibo, plus de banques et certains services n'existent plus. Ils sont nombreux les fonctionnaires qui ont déserté leur poste pour se mettre à l'abri d'éventuelles attaques. Seul espoir, la présence des ONG et l'armée burkinabé qui résistent malgré les attaques. Il y a quand même l'administration qui fonctionne. Et les écoles ont fonctionné cette année. Et il y a au moins 2 ou 3 centres de santé. Non, c'est vrai, il y a comment on appelle ça? Il y a des centres de santé dans les différents secteurs qui fonctionnent. Il y a plus le CM urbain, puis l'hôpital de Djibo. Donc pratiquement, comme tout le monde s'est retrouvé en ville. Et donc les infirmiers et les agents de santé également se sont retrouvés là. Et donc c'est ça qui permet en tout cas à la santé et aux écoles de fonctionner. Bon, sans parler qu'il y a également les organisations non gouvernementales, donc disons les ONG. Le dernier convoi de ravitaillement de la ville de Djibo remonte à la fin du mois de juillet dernier. Les commerçants s'inquiètent de la flambée des prix et de la rareté de plusieurs denrées. Ça s'organise avec les commerçants, les bureaux de commerçants, avec les FDS, et les forces de défense et de sécurité, et en même temps avec les autorités locales qui sont ici. Pratiquement au niveau du Haut Commissariat avec la mairie, en tout cas les acteurs de transport
du commerce, des marchés à bétail. En tout cas, on s'organise après, pour qu'il y ait le convoi. Nous rencontrons les chefs militaires et en même temps, on fait ça ensemble. À ce jour, aucun ravitaillement n'est à l'ordre du jour pour la ville de Djibo. En plus du manque de produits de première nécessité, la ville de Djibo ne dispose plus de réseau téléphonique. Seule liaison, les vols humanitaires passent à la portée du Djibolais lambda. Les Djibolais fondent l'espoir que leur cri de cœur sera entendu par les Burkinabés. Le président de la transition du Burkina Faso a effectué samedi une visite d'amitié et de travail au Mali. Premier du genre depuis son accession au pouvoir, ce déplacement aura permis au lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba d'échanger avec les dirigeants maliens sur la coopération militaire qui lie les deux pays dans la lutte contre le terrorisme. On fait le point. C'est le tout premier voyage à l'extérieur du président burkinabé depuis son arrivée au pouvoir en janvier. Le lieutenant-colonel Damiba est accueilli ici à l'aéroport de Bamako par son homologue malien, le colonel Assimi Goïta. Cette visite d'amitié et de travail vise à renforcer la coopération entre le Burkina Faso et le Mali, des pays du Sahel fortement touchés par le terrorisme. Après l'accueil chaleureux à l'aéroport, les deux chefs d'État se sont rendus au palais présidentiel du Mali. Le colonel Assimi Goïta et le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba ont échangé durant 4 heures de temps. Il a été surtout question de sécurité, notamment la lutte contre le terrorisme. À sa sortie d'audience, le président de la transition du Burkina Faso assure que des engagements ont été pris pour conjuguer les efforts contre les groupes terroristes. Les défis, vous le savez, le Burkina et le Mali, nous avons autour de 1400 km de frontières qui sont, ces 1400 km de frontières connaissent de l'insécurité. C'était essentiellement autour des questions sécuritaires que nous avons eu des échanges avec le président Goïta. Nous entendons en tout cas dans les jours à venir mieux examiner et renforcer les partenariats militaires qui existent entre nous pour davantage relever les défis sécuritaires auxquels les populations, nos peuples sont confrontés. Pour lutter efficacement contre le terrorisme au Sahel, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad ont créé en 2014 le G5 Sahel. La force conjointe de l'organisation a été lancée 3 ans plus tard. Tout s'est passé bien jusqu'au 15 mai 2022 quand le Mali a annoncé son retrait de tous les organes du G5 Sahel, même la force conjointe. Aujourd'hui, le président du Burkina Faso et les autres chefs d'État demandent le retour du Mali compte tenu de sa position stratégique dans la région. Il est le seul pays qui partage des frontières avec tous les autres pays du Sahel sauf le Tchad. Mais les autorités de transition du Mali n'ont pas encore réagi à la demande des chefs d'État du Sahel. Le Mali accepte de libérer 3 soldates ivoiriennes sur les 49 détenus. L'annonce a été faite par le ministre togolais des Affaires étrangères, le professeur Robert Dussé, en présence de son homologue malien et le ministre directeur de cabinet du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara. On fait le point. L'affaire dite des 49 soldats voit son épilogue par la libération de 3 soldats féminins. La nouvelle a été donnée au Togo par son ministre des Affaires étrangères, Robert Dussé, qui salue le geste hautement humanitaire du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Le président de la transition, le président de la République du Mali, le colonel Assimi Goïta, a accepté conformément à l'esprit de la déclaration lue par le ministre et directeur de cabinet du président de la République de Côte d'Ivoire de procéder à la libération de certains prisonniers. Et le président de la République togolaise se réjouit que le président Assimi Goïta ait accepté de libérer en guise d'un geste humanitaire 3 prisonniers sur les 49.
Donc 3 soldats ivoiriens sont libérés et les discussions sont en cours pour que très rapidement les autres soldats en détention puissent retrouver leur liberté totale. Avant la déclaration, le ministre directeur de cabinet du président Ouattara a insisté sur quelques précisions qui ont abouti à ce résultat. L'État ivoirien reconnaît des incompréhensions dans l'affaire et s'engage à rectifier le tir. La République de Côte d'Ivoire déplore que des manquements et des incompréhensions aient été à l'origine de cet événement fortement regrettable. La République de Côte d'Ivoire, soucieuse de maintenir des relations de bon voisinage avec le Mali, s'engage à respecter les procédures des Nations Unies ainsi que les nouvelles règles et dispositions maliennes édictées relatives au déploiement des forces militaires au Mali. Afin d'aplanir les divergences existantes et de contribuer ainsi à la préservation de la paix et de la stabilité dans la sous-région, la République de Côte d'Ivoire s'engage à poursuivre de manière transparente et constructive avec le Mali les échanges et les discussions sur tous les sujets d'intérêt commun. Ces annonces sont l'aboutissement d'une longue médiation entamée par le Togo depuis l'interpellation le 10 juillet dernier de ces soldats ivoiriens à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou. Au nom du président de la République, remercier le président Alassane Ouattara pour sa disponibilité à continuer à discuter avec les autorités maliennes pour la paix, non seulement en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Nous sommes heureux d'aboutir à ce dénouement partiel et nous voudrions vous rassurer avec les efforts de tous les chefs d'État, du président Assimi Goïta, du président Alassane Ouattara et du président Faure Gnassingbé pour la libération très prochaine des autres soldats qui sont en détention. L'affaire de la jeune femme et de son bébé décédé lors d'un accouchement à Kédougou, dans le sud-ouest du Sénégal, continue de faire grand bruit. Lors d'une conférence de presse dimanche, le syndicat autonome des médecins du Sénégal a appelé à 48 heures de grève à partir de ce lundi 5 septembre pour demander la libération des 3 agents de santé arrêtés. Reportage. L'ensemble des structures sanitaires du Sénégal seront en grève pour 48 heures à partir de ce lundi 5 septembre. Amadou Yeri Kamara, secrétaire général du syndicat autonome des médecins, a expliqué exiger la libération du gynécologue, de l'anesthésiste et de l'infirmier qui ont été accusés d'homicide à la suite du décès de la mère et de son nouveau-né. Si cette situation ne se décante pas, ce sont des mots d'ordre répétitifs qui vont aller crescendo. On n'acceptera pas que l'on mette les médecins en prison pour un oui ou pour un non. Le ministère de la Santé a détaillé dans un communiqué la chronologie des faits établis grâce à l'audit effectué sur le terrain. Un document qui disculpe les 3 agents de santé arrêtés, selon le président de l'association des gynécologues obstétriciens. Il a de nouveau contesté le communiqué du procureur qui évoque une forte négligence médicale. Nous ne refusons pas l'ouverture d'une information judiciaire, mais nous exigeons un respect strict des procédures. Tous les éléments factuels vont à l'encontre des accusations qui ont été portées contre l'équipe de soins. En privant de liberté les agents, le procureur laisse un bloc opératoire d'une zone difficile non fonctionnelle, sans avoir attendu le rapport d'expertise et d'autopsie. Des patients ont déjà dû être transférés en urgence à l'hôpital régional de Tambacounda, à près de 250 km. Après 2 mois de vacances, les petits Gabonais retrouvent le chemin de l'école ce lundi 5 septembre. Mais avant cela, les parents se sont acquittés d'une corvée inéluctable, l'achat des fournitures scolaires. Golf TV Africa vous en fait le point ce soir.
Marie-Thérèse, 40 ans, ne dispose pas d'une allocation de rentrée pour son enfant. Elle a donc choisi de faire les rayons de petite surface. Mais ici, comme ailleurs, des cartables aux feuilles lignées en passant par les calculatrices scientifiques, cette année, les articles scolaires n'échappent pas à l'inflation. On pouvait trouver le cahier à 1000 francs l'année dernière. Maintenant, c'est 1500, 1400. Nous sommes dans l'obligation de payer pour que nos enfants aillent à l'école. Même pour les familles qui touchent l'allocation de rentrée scolaire, c'est le calvaire. Cette aide du gouvernement estimée à 90 $ par enfant ne couvre pas entièrement l'achat de leurs fournitures. À 3 jours du retour en classe, Christian, pourtant fonctionnaire, n'est pas au bout de ses peines avec 6 enfants. Pour 6 enfants, pour la rentrée scolaire, il faut au moins, au minimum, 350 000 ou 400 000. S'il faut le dire, parce que rien qu'un seul enfant, ça avoisine déjà 70 000, 80 000. Et vous faites le calcul. Parce que par rapport à ce que j'ai, je ne sais pas si ça va vraiment tenir le coup. Parce que Libreville aujourd'hui, ça coûte hyper cher. L'allocation familiale, c'est une bonne volonté, mais est-ce que ça suit par rapport au nombre d'enfants? Face à l'inflation qui pèse sur les dépenses de rentrée, des aides ponctuelles s'organisent en direction des familles en difficulté. C'est la saison des dons de manuels scolaires, une opération ciblée des responsables du parti au pouvoir dans leur fière politique de Libreville. Placide Nzigou organise la distribution des kits dans les quartiers préalablement recensés. Nous avons pensé à vous. J'espère que vous allez bien utiliser ces fournitures et que vous serez parmi les 5 premiers lorsque nous allons revenir ici au premier trimestre. Cap sur le nord de Libreville, où près d'une centaine de familles, tout aussi nécessiteuses, squattent cet immense immeuble abandonné du Centre international des civilisations bantou. Un no man's land avec des parents d'enfants désespérés en cette veille de rentrée scolaire au Gabon. Ce jour, le président de l'association des habitants du site lance un appel à l'aide aux autorités. La majorité de familles qui résident ici, ils n'ont pas d'emploi. Ces allocations familiales sont destinées uniquement aux fonctionnaires, mais les mamans qui vendent à même au marché et nous qui débrouillons dans le bâtiment, dans le BTP, nous n'avons pas de marché en ce moment. On va scolaire ces enfants-là comment? Bien qu'affirmé dans les discours politiques, le principe de l'égalité des chances se heurte encore à une trop grande précarité de plusieurs familles gabonaises. Et la rentrée des classes rend cela encore plus évident. Le ministère russe de la Défense, mesdames, messieurs, a déclaré que les forces ukrainiennes avaient tenté de reprendre la centrale nucléaire de Zaporizhzhia vendredi soir, mais qu'elles avaient été déroutées par les forces russes à l'aide d'hélicoptères militaires et d'avions de combat. Pendant ce temps, l'Agence internationale de l'énergie atomique a affirmé que la centrale avait de nouveau perdu la connexion de sa dernière source d'énergie, mais qu'elle continuait de fournir de l'électricité via une ligne de réserve. Lors d'un appel téléphonique avec le président Vladimir Poutine, le président russe Vladimir Poutine, le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré que son pays pouvait jouer un rôle de facilitateur concernant la centrale. Reportage. Nous recevons des rapports de l'AIEA parce qu'elle a encore des inspecteurs là-bas, parce qu'elle a laissé 6 inspecteurs quand Raphaël Grossi est venu ici. Ces 6 personnes ont pu rendre compte de leurs observations à Vienne et nous aurons un compte-rendu fiable ce soir. L'AIEA a dit que ce soir, la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, la plus grande d'Europe, avait été déconnectée de sa dernière source d'énergie. Parmi ces 4 sources d'énergie, 3 avaient été endommagées par des bombardements. La centrale électrique devait être connectée à sa source d'alimentation de secours, qui est une ligne de secours. Elle continue à recevoir de l'électricité et de produire de l'électricité. L'AIEA a assuré qu'aucune menace de fuite de radiation ou de fusion ne se faisait sentir. La centrale fonctionne avec suffisamment d'électricité. Il s'agit d'informations provenant d'une équipe d'inspection fiable de l'ONU. Nous savons que ce soir, la Russie a déclaré que l'Ukraine avait bombardé la centrale et dans la matinée, le ministère russe de la Défense avait déclaré que l'Ukraine avait tenté de lancer un assaut contre la centrale avec des robots à grande vitesse. L'Ukraine a déclaré qu'elle n'avait pas essayé de lancer un assaut contre la centrale électrique. Moscou avait dit la même chose jeudi, lorsque Raphaël Grossi était venu avec son équipe. L'Ukraine a déclaré qu'elle appelait à la démilitarisation de la région. C'est l'une des choses que Raphaël Grossi avait souligné lorsqu'il est venu ici. Il s'agissait non seulement de pouvoir voir la centrale lui-même,
et d'inspecter les dommages causés, mais aussi de pouvoir fournir à la communauté internationale des rapports fiables sur la situation dans la centrale nucléaire de Zaporijia. Aujourd'hui, grâce à l'inspection du personnel de l'ONU, il est possible de savoir que la centrale électrique est déconnectée. L'impasse entre Moscou et Kiev au sujet de la centrale nucléaire de Zaporijia, contrôlée par la Russie dans l'ouest de l'Ukraine, se poursuit. Un responsable russe a déclaré que l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui tient une présence à Zaporijia depuis le 1er septembre, devait poursuivre son travail d'inspection jusqu'à lundi au moins. Dans un communiqué, l'Agence internationale de l'énergie atomique déclare que la centrale de Zaporijia continuait de produire de l'électricité par le biais d'une ligne de réserve après la coupure de la dernière ligne électrique principale externe de la centrale. L'organisation ajoute qu'un seul des 6 réacteurs de la centrale est encore en fonctionnement. 10 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées dimanche. C'est lors de l'attaque à l'arme blanche dans 2 localités isolées du Saskatchewan, au Canada, a indiqué la police. Une chasse à l'arme a été annoncée dans 3 provinces pour retrouver les 2 suspects. On fait le point. Répondant à des appels d'urgence, la police a retrouvé 10 corps dans la communauté indigène de James Smith Cree Nation et dans la ville voisine de Weldon, dans la Saskatchewan, une province de l'ouest du pays, a déclaré la commissaire adjointe de la Gendarmerie royale du Canada, Rhonda Blackmore, lors d'une conférence de presse. Nous pouvons confirmer le décès de 10 personnes. Nous enquêtons sur 13 scènes de crime actives. Sur certaines de ces scènes, il n'y a peut-être pas de personnes mortes. Il pourrait y avoir des individus blessés, mais qui ne sont pas décédés. La priorité est de localiser les assaillants et de s'assurer que nous les avons en détention afin de pouvoir assurer la sécurité du public. Tout commence tôt dimanche matin. Les habitants de cette réserve amérindienne, dans le nord de la province du centre du Canada, se réveillent au son d'une alerte émise par la police. Cette dernière vient d'apprendre que plusieurs assassinats ont eu lieu. Rapidement, les habitants découvrent avec horreur que 2 hommes ont tué à coups de couteau 10 personnes entre cette localité et un village voisin. Les suspects ont été identifiés, 2 hommes appelés Damien Sanderson et Miles Sanderson, âgés de 30 et 31 ans, aux cheveux noirs, avec des yeux marrons. Ils se seraient enfuis dans une Nissan Rogue de couleur noire, a précisé Madame Blackmore. Les forces de police ont été déployées à leur maximum pour les capturer. En fin de matinée, on les repère dans le centre de Regina, à 300 km du lieu des assassinats, alors qu'un match important de football américain se déroule dans cette ville. La police renforce donc la sécurité autour du stade, mais érige aussi de nombreux barrages routiers. Les autorités des 3 provinces collaborent activement pour arrêter les 2 suspects qui courent toujours. La localité de James Smith Cree Nation, peuplée de 2500 habitants, a décrété l'état d'urgence local. Les résidents de la Saskatchewan ont en outre été priés de rester chez eux par sécurité. Une femme qui habite dans la localité où ont eu lieu les assassinats, a d'ailleurs raconté à une chaîne de télévision qu'un des suspects lui a demandé de l'aide en prétendant s'être coupé au visage avant de prendre ensuite la fuite. Mes pensées vont à ceux qui ont perdu un proche et à ceux qui ont été blessés, a déclaré le Premier ministre canadien Justin Trudeau. Cette affaire survient alors qu'une enquête publique a eu lieu à l'autre bout du pays, dans l'Est canadien, en Nouvelle-Écosse. En avril 2020, un homme a commis la pire tuerie de l'histoire canadienne en assassinant 22 personnes. La police locale avait été sévèrement blâmée pour son inaction et ses cafouillages qui ont permis au tueur d'échapper aux policiers pendant plus de 13 heures alors qu'il portait une réplique d'uniforme de police. 2 ans plus tard, on a l'impression que l'histoire se répète. Xi Guoliang est un célèbre peintre contemporain chinois avec un style réaliste. Il a créé de nombreuses œuvres représentant des minorités ethniques chinoises. Récemment, il est retourné dans la région autonome des Ouïghours du Xinjiang. Cette fois-ci, ses sujets étaient les coutumes ethniques près des monts Tian Shan et les épopées héroïques du plateau de Pamir. Suivez. Xi Guoliang ne compte plus le nombre de fois où il s'est rendu sur le plateau du Pamir. À chaque fois, il a fait de nouvelles découvertes.
L'épopée kirghize Manas a été créée il y a 1000 ans et c'est l'une des 3 plus anciennes épopées héroïques de Chine. She Guoliang a été profondément touché par l'héritage culturel le long de l'ancienne route de la soie. Prenez les postures de danse par exemple. Voyez comment ils se tordent dans la posture et à quoi ressemblent les mains. Ce n'est pas grave de ne pas peindre les doigts, mais je dois représenter les poignets. Il y a une sensation de mouvement dans la torsion du corps et du cou. Lorsque vous captez cette caractéristique, la peinture devient très vive. She Guoliang est diplômé de l'Académie centrale des beaux-arts. Il a étudié avec des maîtres tels que Jiang Zhaore, Huang Zhou et Zhou Xingkong. Dans les années 1980, il a lancé un projet sur le thème de la frontière et a réalisé une série d'œuvres telles que Danse du Tian Shan et Mariage tadjik. Une pièce sur le Tibet intitulée Classique gravé a remporté le Grand Prix de l'UNESCO au 23e concours international d'art moderne de Monte-Carlo. Une fille au Tibet porte une robe rouge et garde un troupeau de moutons blancs. Elle chante et flotte au-dessus. C'est si beau. Quand je la dessine comme avant, ça ne va plus. Je dois trouver une manière appropriée. Alors je réconcilie la peinture à l'encre avec la couleur. Alors maintenant, ma méthode de peinture est la peinture à l'encre avec des couleurs intenses. J'utilise une technique de pinceau à main levée et des couleurs épaisses. Et je combine des gestes méticuleux avec la technique à main levée. Au cours des 30 dernières années, She Guoliang a voyagé dans de nombreux endroits le long de la frontière chinoise. En 2021, la ville natale de la princesse Wensheng de She Guoliang a été reprise par l'Académie nationale de peinture. Avec des coups de pinceau exquis, l'œuvre décrivait une scène de Tibétains commémorant la princesse Wensheng. Dans la peinture, She Guoliang a intégré une image de lui-même tenant le sol de la ville natale de la princesse Wensheng. J'espère que ma création est basée sur l'humanisme. Tout tourne autour des gens et de la nature, des gens et de la vie, des gens et de leurs semblables. Je pense que dans des centaines d'années, quand les gens verront ce tableau et connaîtront l'histoire de la princesse Wensheng, ils ressentiront la même chose que moi. Après avoir vu ce tableau, les gens voudront voir la princesse Wensheng et avoir une conversation avec elle. J'aimerais mettre les gens dans un tel espace-temps. C'est devenu une habitude de She Guoliang de se lier d'amitié avec les personnages de sa peinture. En 2019, il a assisté aux noces à Tashkourgan, près de la frontière avec le Tadjikistan, et enregistré le grand événement avec sa peinture. Grâce à ce tableau, il se lie d'amitié avec les jeunes mariés. Et cette fois, She a fait un voyage spécial pour leur rendre visite. Au cours des 3 dernières années, ils ont eu une jolie fille et ont emménagé dans une nouvelle maison construite gratuitement par le gouvernement local. Je me suis fait beaucoup d'amis chaque fois que j'allais quelque part. Beaucoup d'entre eux sont encore en contact avec moi aujourd'hui, même après des décennies. Ils se souviennent encore de moi et parfois ils viennent me rendre visite lorsqu'ils viennent à Beijing. Je pense que ce genre de lien affectif est très sincère et très honnête. Lors de cette tournée au Xinjiang, She Guoliang a également visité le poste de garde-frontière de Khunjerab. À 4773 mètres d'altitude, la teneur de l'air en oxygène n'est que la moitié de celle des régions de basse altitude. Et la température peut descendre jusqu'à moins 40 degrés Celsius. Les policiers du contrôle de l'immigration qui étaient stationnés ont consacré leur jeunesse et leur passion à la frontière. Je veux exprimer mes sentiments à travers ce tableau. Ils gardent cette porte pour nous année après année. C'est une marque de respect et un salut à leur égard. Cette peinture est plutôt simple et improvisée, mais je pense qu'elle représente mes sentiments. À la fin de son voyage de 15 jours, le carnet de croquis de She Guoliang était rempli de visages vifs qui lui faisaient oublier sa fatigue. Il s'est précipité dans son atelier le jour de son retour à Beijing. J'espère que lorsque les gens verront mes œuvres, ils pourront aussi voir que nos différents groupes ethniques sont comme une grande famille, se serrant les uns contre les autres comme des pépins de grenade. J'espère que vous pourrez partager ce bonheur intérieur lorsque vous verrez mes peintures. Les œuvres de She Guoliang enregistrent les temps et expriment son éloge de la vie. Il dit que ce n'est qu'en continuant à créer qu'il pourra être à la hauteur de l'âge d'or et de ces gens merveilleux. La médecine traditionnelle chinoise a une riche histoire de milliers d'années et continue d'évoluer avec son temps. Les produits de la médecine chinoise traditionnelle font partie des produits exposés à la Foire internationale du commerce des services de Chine de cette année. Suivez.
Regardez, demander et écouter, et prendre le pouls. Voilà les 4 méthodes classiques de diagnostic dans la médecine traditionnelle chinoise. Mais la recherche moderne en inclut aussi. Ici, je vais essayer l'un des outils de pointe pour le massage dans la foire internationale du commerce des services de Chine de cette année. J'ai déjà eu des massages, mais je suis super chatouilleuse. Je me demande si ce nouveau produit fonctionnera pour moi. L'arrière de mon cou me fait souvent mal. Espérons que cette nouvelle innovation pourra aider. Et le traitement inclut désormais des bras robotiques comme ceci. Avec le massage robotique, on peut obtenir un meilleur effet car la vitesse et la force synchronisée pénètrent plus profondément dans le corps. Le système de reconnaissance panoramique de l'intelligence artificielle prend 1 seconde pour compléter un plan de prescription complet. Il prend 30 minutes pour le traitement. Les nouveaux produits ne sont qu'un aspect du secteur de la santé représenté à la foire. Les entreprises de santé et de technologie du monde entier sont continuellement à l'affût des percées scientifiques et des médicaments révolutionnaires. Cette entreprise technologique veut profiter des réalisations de la recherche en médecine traditionnelle chinoise pour créer un traitement intelligent et portable. En utilisant la théorie de la médecine traditionnelle chinoise combinée à la mégadonnée, nous espérons fournir un service unique pour aider les familles à résoudre leurs problèmes de santé quotidiens. Il n'y a pas besoin d'aller à l'hôpital. Notre équipement de santé intelligent peut maintenant détecter plus de 40 indicateurs de santé, envoyer des alertes liées aux problèmes de santé et fournir des solutions. Au cours du premier semestre de cette année, les exportations de produits de médecine traditionnelle chinoise ont augmenté d'environ 6% par rapport à l'année précédente, pour atteindre environ 2 milliards de dollars américains. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré cette année dans un rapport que la médecine traditionnelle chinoise pourrait être bénéfique en tant que complément à la médecine conventionnelle dans le traitement des cas légers et modérés de COVID-19. Et la Chine espère accroître les exportations de cette médecine traditionnelle dans le monde entier. Cela pourra inclure un traitement traditionnel combiné à la technologie moderne. Lundi marque la journée des causes caritatives en Chine. Ces dernières années, la technologie a joué un rôle plus important dans les causes philanthropiques chinoises. De plus en plus d'entreprises technologiques et d'organisations caritatives et de particuliers ont compris l'importance de tirer parti de l'innovation pour ouvrir de nouvelles portes aux personnes dans le besoin. Suivez. Pour de nombreuses personnes à mobilité réduite, les actions quotidiennes qui sont nécessaires dans le monde aujourd'hui, comme cliquer sur une souris, taper sur des claviers ou utiliser des smartphones, peuvent être très difficiles à réaliser. L'ONG de Ruanshui, la communauté Chuangshan, qui signifie créer de la bonne volonté en chinois, mène des projets spéciaux pour produire et modifier des gadgets numériques pour les personnes ayant des difficultés physiques. Il y a 85 millions de personnes handicapées en Chine. La plupart d'entre elles ont besoin de technologies d'assistance pour surmonter les défis physiques. De nombreux bénévoles travaillant pour l'ONG de Ruanshui sont des collégiens qui apprécient les outils d'assistance innovants comme les souris contrôlées par le souffle et le clavier spéciaux. Ils y apprennent le codage, la modélisation informatique et les compétences de base en artisanat. Une fois les appareils terminés, ils les envoient à des œuvres caritatives locales. Les élèves des clubs STEM dans les lycées possèdent la plupart des compétences nécessaires au développement d'outils d'assistance. Ils peuvent souder, ils peuvent faire de l'impression 3D, des circuits de base et de la programmation. C'est très bien d'utiliser la technologie pour aider les gens. Je fais partie de l'équipe de modélisation. Nous avons également une équipe de conception électrique et une équipe de circuits. Nous travaillons sur une application spéciale permettant aux utilisateurs de contrôler ces appareils numériques. Non seulement les ONG, mais les professionnels de la technologie ont réalisé que les avancées technologiques changeaient la donne dans la cause de la philanthropie. Nous proposons divers kits techniques et services d'info nuagique à de nombreuses ONG, communautés locales et collèges. Ils peuvent utiliser gratuitement les applications, le codage, les mini-programmes WeChat et le service collaboratif d'info nuagique dans les kits. Nous avons également lancé une campagne de CTO pro bono au sein de l'entreprise.
Les ingénieurs peuvent aller travailler en tant que directeurs de la technologie dans des ONG et fournir un soutien technologique pratique. Les nouvelles technologies aident de nombreuses personnes handicapées à exécuter des fonctions qu'elles ne pourraient jamais imaginer. La mise en œuvre de ces technologies émergentes permet également de créer de nouveaux outils, moyens et applications pour niveler les faiblesses des personnes handicapées physiques à la maison, au travail et à l'école. Au Pakistan, plus de 1300 personnes sont mortes dans des inondations et des pluies de mousson depuis mi-juin et plus de 33 millions d'autres ont été touchés. Le niveau de l'eau continue de monter dans de nombreuses parties du Dadou, dans le sud-est du Pakistan. Alors que les opérations de sauvetage et de secours se poursuivent, beaucoup ont refusé de quitter leur maison inondée. Suivez. Le Dadou reste la partie la plus touchée du Sindh. Presque toutes les rues menant au district ont été coupées. Pour sauver leurs récoltes, les habitants ont percé la plupart des routes de raccordement. Nous venons de quitter le district de Khairpur et nous essayons d'aller plus loin dans la province du Sindh. Nous essayons de nous rendre dans le district de Dadou, qui est à environ 200 km de Khairpur. Mais voilà la situation d'une des routes principales. Nous avons marché environ 2 km dans cette eau jusqu'aux genoux. Nous essayons de manœuvrer notre véhicule car nous ne savons pas quelle est la profondeur de l'eau ni où sont les berges. L'Autorité nationale de gestion des catastrophes a prédit que des niveaux élevés d'inondations se poursuivraient dans le fleuve Indus pendant encore une semaine. Nous essayons de nous rendre à Seta, un village près des rives de l'Indus. On nous a dit que le village s'est maintenant transformé en une île avec de l'eau de tous les côtés et qu'il ne reste qu'une seule route de liaison. Presque toutes les maisons ont été inondées. Nous avons réussi à accompagner une mission de sauvetage. En ce moment, je suis sur un petit bateau de sauvetage. Je suis au village de Seta, dans le district de Dadou, et nous avons entendu qu'il y a environ 5 à 8 personnes bloquées dans une maison. Il y a des groupes de petits villages autour de Seta, avec une population d'environ 400 à 500 personnes. Nous avons rencontré 2 hommes âgés, essayant de se rendre sur un terrain plus élevé. Nous faisons de notre mieux pour aider les personnes bloquées par les inondations. Si quelqu'un tombe malade, nous l'emmenons à l'hôpital. Nous les amenons sur ce bateau. Parfois, nous trouvons des gens essayant de nager pour se sauver. Nous les aidons. De nombreux villageois refusent de sortir de chez eux malgré les inondations. Nous vivons dans nos maisons inondées parce que tous nos biens sont là. Et même si nous sortons de l'eau, où vivrons-nous? Le gouvernement ne nous a fourni ni tentes ni nourriture. Un politicien local qui vit également parmi les villageois aide à tous les travaux de secours de sa propre poche. Ce sont des gens très pauvres. Ils cultivent mes terres, les terres de ma famille. Donc bien sûr, je dois m'occuper de tous ces gens, sans ONG, sans soutien du gouvernement. J'ai établi un camp médical ici. J'arrange des tentes pour mon peuple. Je leur trouve de la nourriture. Le village de Seta n'est qu'un des milliers de villages qui ont été dévastés par les inondations. Face à l'ampleur des dégâts, le gouvernement lutte contre la montre pour atteindre tous ceux qui en ont besoin, cherchant l'aide des personnes aisées comme Ziyed Mohamed Shah pour donner un coup de main à leurs compatriotes pakistanais qui ont tout perdu. Le président de la transition du Burkina Faso, mesdames, messieurs, s'est rendu samedi en visite d'amitié de travail au Mali. C'est son premier voyage depuis son accession au pouvoir. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo, d'Amiba, a échangé avec les dirigeants maliens sur la coopération militaire entre les 2 pays. Suivez. C'est le tout premier voyage à l'extérieur du président burkinabé depuis son arrivée au pouvoir en janvier. Le lieutenant-colonel Damiba est accueilli ici à l'aéroport de Bamako par son homologue malien, le colonel Assimi Goïta. Cette visite d'amitié et de travail vise à renforcer la coopération entre le Burkina Faso et le Mali, des pays du Sahel fortement touchés par le terrorisme. Après l'accueil chaleureux à l'aéroport, les 2 chefs d'État se sont rendus au palais présidentiel du Mali.
le colonel Assimi Goïta et le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba ont échangé durant 4 heures de temps. Il a été surtout question de sécurité, notamment la lutte contre le terrorisme. À sa sortie d'audience, le président de la transition du Burkina Faso assure que des engagements ont été pris pour conjuguer les efforts contre les groupes terroristes. Les défis, vous le savez, le Burkina et le Mali, nous avons autour de 1400 km de frontières qui sont, ces 1400 km de frontières connaissent de l'insécurité. C'était essentiellement autour des questions sécuritaires que nous avons eu des échanges avec le président Goïta. Nous entendons en tout cas dans les jours à venir mieux examiner et renforcer les partenariats militaires qui existent entre nous pour davantage relever les défis sécuritaires auxquels les populations, nos peuples sont confrontés. Pour lutter efficacement contre le terrorisme au Sahel, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad ont créé en 2014 le G5 Sahel. La force conjointe de l'organisation a été lancée 3 ans plus tard. Tout s'est passé bien jusqu'au 15 mai 2022 quand le Mali a annoncé son retrait de tous les organes du G5 Sahel, même la force conjointe. Aujourd'hui, le président du Burkina Faso et les autres chefs d'État demandent le retour du Mali compte tenu de sa position stratégique dans la région. Il est le seul pays qui partage des frontières avec tous les autres pays du Sahel sauf le Tchad. Mais les autorités de transition du Mali n'ont pas encore réagi à la demande des chefs d'État du Sahel. Le Mali accepte, je vous le disais, de libérer 3 soldats féminins, 3 soldates sur les 49 détenus. L'annonce a été faite par le ministre togolais des Affaires étrangères en présence de son homologue du Malien suivi. L'affaire dite des 49 soldats voit son épilogue par la libération de 3 soldats féminins. La nouvelle a été donnée au Togo par son ministre des Affaires étrangères, Robert Dussé, qui salue le geste hautement humanitaire du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Le président de la transition, le président de la République du Mali, le colonel Assimi Goïta, a accepté, conformément à l'esprit de la déclaration lue par le ministre et directeur de cabinet du président de la République de Côte d'Ivoire, de procéder à la libération de certains prisonniers. Et le président de la République togolaise se réjouit que le président Assimi Goïta ait accepté de libérer en guise d'un geste humanitaire 3 prisonniers sur les 49. Donc 3 soldats ivoiriens sont libérés et les discussions sont en cours pour que très rapidement les autres soldats en détention puissent retrouver leur liberté totale. Avant la déclaration, le ministre directeur de cabinet du président Ouattara a insisté sur quelques précisions qui ont abouti à ce résultat. L'État ivoirien reconnaît des incompréhensions dans l'affaire et s'engage à rectifier le tir. La République de Côte d'Ivoire déplore que des manquements et des incompréhensions aient été à l'origine de cet événement fortement regrettable. La République de Côte d'Ivoire, soucieuse de maintenir des relations de bon voisinage avec le Mali, s'engage à respecter les procédures des Nations Unies ainsi que les nouvelles règles et dispositions maliennes édictées relatives au déploiement des forces militaires au Mali. Afin d'aplanir les divergences existantes et de contribuer ainsi à la préservation de la paix et de la stabilité dans la sous-région, la République de Côte d'Ivoire s'engage à poursuivre de manière transparente et constructive avec le Mali les échanges
et les discussions sur tous les sujets d'intérêt commun. Ces annonces sont l'aboutissement d'une longue médiation entamée par le Togo depuis l'interpellation le 10 juillet dernier de ces soldats ivoiriens à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou. Au nom du président de la République, remercier le président Alassane Ouattara pour sa disponibilité à continuer à discuter avec les autorités maliennes pour la paix, non seulement en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Nous sommes heureux d'aboutir à ce dénouement partiel et nous voudrions vous rassurer avec les efforts de tous les chefs d'État, du président Assimi Goïta, du président Alassane Ouattara et du président Faure Gnassingbé pour la libération très prochaine des autres soldats qui sont en détention. Et voilà, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, qui va mettre un terme à cette grand-messe de l'information du soir sur Golf TV Africa. Le ciel de l'info s'achève. Merci de nous avoir suivis. Restez comme les Golf TV Africa. Bonsoir chez vous.